Je vais sur mes 70 ans bientôt. Ça fait 9 ans que je suis à la retraite d'agriculteur. J'étais exploitant là, sur une ferme en Guec avec mon frère, 230 hectares, principalement élevage. Bovin charolais. À l'époque, la ferme était déjà beaucoup moins grande. Il y avait autour de 160 hectares. Du temps de mon père, oui, dans les années 60, il y avait des personnels, il y avait 3-4 ouvriers. La configuration était différente. Il y avait une quarantaine de vaches, enfin mères allaitantes, productrices de cheptel, quoi. Et puis 2-3 laitières. Parce que ma maman tirait les vaches et puis on vendait du lait dans le village, fromage. Après, il y avait une autre production, c'était les moutons. Quelques porcs et puis beaucoup de volailles, quoi. Volailles, lapins. Et évidemment, tout le personnel était occupé à faire tourner tout ce petit monde-là, quoi. On ne s'occupait pas de la rentabilité des choses. Il y avait beaucoup de travaux qui n'étaient pas très rentables, mais qu'on faisait par habitude, voilà. Comme entretenir les haies. Il faut bien se rendre compte qu'on fait quand même toute l'année. Enfin, on allumait du feu toute l'année pour cuire les aliments. Il n'y avait pas de gaz, pas de cuisinière électrique. Hein. Donc, il fallait beaucoup de bois. L'hiver, il se faisait beaucoup de bois dans les haies qui servaient, d'une part, la ferme personnellement, mais aussi pour les ouvriers qui travaillaient sur la ferme. Tout le monde profitait de ça. Voilà, après, l'évolution dans les années 60, il y a eu un gros départ de tout ce personnel-là plus jeune vers les usines. Bon, après, ils revenaient quand même refaire des heures. Malgré leurs 8 heures dans les usines, ils revenaient faire encore des heures sur les fermes. Mais tout ça, ça s'est dissipé avec le temps. Et c'était de plus en plus difficile de trouver du personnel pour assumer tous ces travaux-là qui à la longue, ça a orienté vers une modernisation de plus en plus obligatoire. Il y a eu beaucoup moins de personnel et puis on a modernisé, quoi. Moi, je suis la 4e génération. Ils sont arrivés en 1886 sur la ferme. Grand-père est arrivé en 1886. Grand-père a pris la suite, mon père et moi. Après, dans les années 60, il y avait quand même pénurie de main-d'œuvre, parce que les usines avaient aspiré tous les ouvriers. On a fait venir des Espagnols dans les années 60, hein, parce que la vie était dure, mais bon. C'est des gens qui ont gagné un peu d'argent et qui sont repartis en Espagne après, quoi, pour essayer de faire autre chose, et puis avec l'argent qu'ils avaient gagné là. J'étais pas attiré par les études et puis un peu passionné par le métier, donc j'ai revenu à la ferme. On pouvait se permettre encore à cette époque-là de s'installer avec de l'expérience professionnelle sans trop de diplôme, quoi. Ça passait. Juste au début des années 70. Oui, ça avait beaucoup modernisé hein, sur les pratiques et tout ça, parce que je suis parti à l'armée en 74. Je crois que le père s'est retrouvé tout seul, il n'avait plus de personnel à l'époque. Après, les modernisations et sur les productions, ça se faisait de la mettre à fourrager, à s'occuper du monde. Ça a été abandonné, hein. Tous ces trucs-là. Peigner les bêtes l'hiver, fallait les nettoyer à la bouette, hein. Installer des chaînes de curage, tout ça, et puis 74, je crois, c'est la première stabulation. C'était beaucoup moins de main-d'œuvre, c'était plus facile à soigner les animaux, et puis moins de contraintes. Voilà, puis après, je suis revenu de l'armée, les 18, donc après, il a pris sa retraite à 63, 64 ans, je crois. Et puis on s'est installé en 82. Oui, 64 ans sûrement. Gérard est venu avec moi en 82, quand on était mariés.
Il y avait de l'accompagnement déjà par les techniciens de la Chambre d'agriculture. Il fallait déjà faire des plans prévisionnels d'installation, ce qu'on allait faire. Si, du fait qu'on empruntait pour s'installer, il fallait que ça soit viable, quoi, dans les projets. Après, bon, l'évolution n'a pas toujours fait que c'était dans les clous. Il y a eu tellement de bouleversements dans l'agriculture, de modernisation, que ça a bouleversé. Hein. C'est vrai que quand on remonte le temps, c'est impressionnant tous les bouleversements qu'il y a eu. De toute façon, je vois, autrefois, c'était pour faire les fourrages, tout ça. Bon, ben, tu faisais 2 hectares par jour et il fallait tout manœuvrer à la main. C'était des petites bottes. Après, on est passé au botron dans 89. Tout ça, c'était des obligations de modernisation. Les botrons, tu ne pouvais pas trop mettre ça dans les vieilles étables pour distribuer. Donc, il a fallu faire d'autres stabulations et puis du stockage à plat, quoi. On ne mettait plus rien sur les douaniers. En 89, on a tout... Oui, c'est tout passé en stabulation en 89. On a tout transformé. Et bon, c'est bien plus facile de faire de la récolte de foin. Même à l'heure actuelle, quand tu es en botron, ben, je veux dire, tu n'as pas de dépenses physiques. Hein, ça se fait tout mécaniquement, quoi. Donc ça a été un grand changement. Il y a eu aussi un gros progrès technique. Parce qu'autrefois, les bêtes... c'était pas toujours très bien soigné quand même. Les quantités de stockage de fourrage pour passer l'hiver étaient plus réduites. Hein. Ça demandait beaucoup de main-d'œuvre, on en faisait moins, quoi. Et puis les bêtes quand même n'étaient pas très heureuses, souvent attachées. Hein. Parce que bon, elles étaient attachées, elles ne bougeaient pas. Hein. Et après la modernisation avec les stabulations, bon, ça laisse... Je veux dire, si t'es pas... Avant, c'était les horaires presque fixes pour donner à manger et tout ça. Et c'était un rituel vraiment matin et soir. Dans les premières années, je m'en rappelle, il y avait chaque ouvrier avait son écurie. Et bon, il était chargé de donner à manger. Alors, c'est pareil, il fallait... C'était des volumes de fourrage, mais tu ne savais pas exactement. À un moment dans l'hiver, il s'apercevait que ça allait peut-être pas faire pour aller jusqu'au bout. Que là, avec des botrons, tu sais, ça te donne si tu en donnes tant, tu sais que tu as un nombre de jours avec le nombre de bottes. C'est plus facile, puis tu fais beaucoup plus de stock. Mais comment ils faisaient du coup avant s'ils savaient pas, s'ils arrivaient à un moment où il n'y avait plus? Ben, et sur les greniers, il y avait quand même ce qu'ils appelaient des travées. Et ça devait faire, quand la travée était pleine, ça devait faire 30 jours, quoi, à peu près. Mais bon, il y avait des qualités de fourrage. Du fait que ça durait longtemps, hein. Moi, j'ai vu faire du foin jusqu'au mois de juillet à l'époque. Et bon, pas toujours du bon. Et c'est vrai que des fois, les pauvres bêtes, c'était pas terrible, hein, des fois, la nourriture. Et puis, il n'y avait pas tout. Maintenant, c'est passé aussi, il y a tout un apport de concentré qu'il n'y avait pas autrefois. Tout ce qui était céréales, souvent, c'était vendu. Hein. On ne donnait pas de quelques bêtes comme ça qu'on soignait, mais pas très peu. Hein. Pour moi, enfin personnellement, mon jugement personnel, c'est 92. Avec l'instauration de la PAC, ils ont mis des compensations sans rémunérer les prix, quoi. C'était des compensations. Et donc, c'était des compensations à l'hectare. Et il y a eu une course à chercher des compensations, donc de prendre des hectares. Comme il n'y avait pas de plafond dans les aides au nombre d'hectares, les gens se sont précipités à prendre des hectares. Pour moi, c'est un tort, parce que si on avait gardé un nombre d'hectares bien compensé, mettons une centaine d'hectares par unité de travail par bonhomme, disons, et puis après produire, mais sans aide, on aurait gardé beaucoup plus d'agriculteurs dans les campagnes. On aurait vécu sûrement mieux aussi, parce que je pense on a modernisé pour dégager du temps, et puis ce temps, on l'a passé à... Tout le temps qu'on a libéré, on l'a passé à s'agrandir. Pour plus de revenus, je pense, à part les grosses structures qui arrivent, surtout en céréales, à faire des économies d'échelle, quoi. L'agriculture est passée beaucoup moins de travail physique, hein, parce que c'était quand même physique. Hein. Les gens n'avaient pas peur
de leur misère. Mais bon, c'est devenu plus stressant, plus paperasse, hein. De toute façon, tout ce qui est paperasse, ça a été quand même, je veux dire, les générations d'avant auraient eu ça, et à mon avis, ils seraient rebellés. Mais bon, petit à petit, les contraintes et toutes les normes prennent le pas et ça continue. Mais bon, ça décourage aussi quand même tout le monde. On s'engageait souvent, je veux dire, c'était pour toute la carrière, mais moi je trouve qu'il y en a même qui arrivent à faire demi-tour, hein, des fois en cours de carrière. Parce que c'est de plus en plus quand même des investissements lourds, hein, au départ. Je veux dire, autrefois tu pouvais démarrer du temps de mon père, quand le premier tracteur, je veux dire, un voisin qui racontait son premier tracteur, il l'avait acheté avec 3 juments. Maintenant, c'est les plus gros tracteurs, mais les plus grosses structures. Il parle de 100 vaches pour acheter un tracteur. Donc, il y a un fossé qui s'est creusé, je veux dire, avec la modernisation qui est impressionnante quand même. Alors, c'est vrai qu'on toujours plus, toujours. Mais bon, à un moment, c'est l'économie qui parle, hein, c'est ce qui reste quand même, qui fait les choses. On a vite fait des fois d'être dans le rouge, une mauvaise année. Il y a des prévisions pour rembourser les échéances parce qu'il y a quand même beaucoup d'emprunt dans ces affaires-là. Les récoltes, c'est pas garanti tous les ans, hein, il y a des années de mauvaises. Hein. Et puis en élevage, c'est pareil, il peut y avoir des pépins. Hein, il y a toujours quelque chose, il y a encore des nouvelles maladies qui se présentent, bon, des contraintes, il faut baisser les cours. Là. Les cours avaient remonté là, ces dernières années, mais bon, c'était largement temps, hein, parce que c'était peu suffisant pour faire tourner une exploitation, hein, si ça avait continué. À se dire que quand tu as un gros volume de travail, c'est un autre métier, c'est des heures sur des grosses structures, tu peux garder bon, après, il faut embaucher du personnel, mais bon, c'est 35 heures en élevage, c'est peu. Hein. Il y a beaucoup de surveillance aussi hein, qui est prenant. Hein. Après, si tu es passionné, que tu veux du résultat, il faut être dedans. Moi, je disais que la période de vélage, on était un peu aliénés parce qu'on était... Tu pouvais pas prévoir de faire autre chose, il y avait toujours un imprévu qui fait que, ben voilà... Si tu voulais du résultat, il fallait être dedans, il fallait être présent. Et puis bon, en élevage, on prend ce que j'appelle des coups, hein, parce qu'il y a des périodes que ça va mal, tu as des pertes. Et bon, si tu es seul, c'est quand même compliqué à digérer tout ça. Il y a ce phénomène-là aussi, hein, c'est que des fois les gens sont seuls. Hein. Puis il y a beaucoup moi j'en vois, hein, d'exploitation, le père est encore là. Le fils est tout seul, mais bon, le jour que le père il assume quand même le travail d'un ouvrier. Et bon, puis après, c'est pas tout le monde qui est capable non plus d'endurer un salarié, de trouver le bon salarié qui corresponde. C'est des situations qui sont un peu bancales, quoi, pour moi. Bon, après, moi, j'ai eu un objectif aussi. On n'a pas cherché, on avait la capacité à s'agrandir, à prendre des fermes autour. Mais bon, ça a été un choix de garder un peu de temps libre, quoi. Ça a permis, bon, quand tu voulais quelque part, il y en avait un qui était là ou l'autre pouvait partir. À deux, c'est totalement différent. Et il y a d'abord beaucoup dans l'élevage, il y a beaucoup de travaux, tu passes plus de temps quand tu es tout seul pour manipuler les bêtes que quand tu es deux. Ça, c'est obligatoire. Et puis, en cas d'accident dans l'élevage, pour trouver quelqu'un qui te remplace, tu vas pas trouver personne presque. En céréales, si tu as un accident, machin, tu peux faire le travail à façon, un entrepreneur va venir te semer ton champ, récolter, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est plus facile. Le nombre de vaches diminue, hein, de toute façon en 20 ans, je crois qu'on a perdu 30% d'effectifs, et ça va continuer. Il y a beaucoup de... On retrouve des quantités d'animaux par personne qui sont impressionnantes. On est à des 150, 200 vélages par personne. Mais bon, ça tient des fois un temps, mais c'est trop lourd aussi je veux dire, au travail. Pour une personne, c'est aberrant. Il y avait plus de solidarité autrefois. Je me rappelle du temps de mon père, il y avait une foire, il y avait 2 foires par mois.
Et ben, il allait au foire, à Corbigny, Saint-Rémérien, ou ben à Moulin-Gilbert. Mais les gens se retrouvaient, quoi. Ils prenaient le temps. Et puis, bon, il y avait le maréchal là, dans le village. Les jours de pluie, c'était plein de monde. Tout le monde venait faire l'appareil quelque chose, mais bon, ça avançait pas forcément, mais ils se retrouvaient pour discuter. Et même, moi, je me rappelle, étant jeune, avec le voisin, et ben, quand on était dans les champs à côté, on s'arrêtait pour discuter. Que là, t'as pas grand monde maintenant. Il y a quand même des communes où, je sais pas, il y avait une dizaine d'agriculteurs, résidents, hein. Tout ça, c'est parti à l'agrandissement. Je vois Billy-Cheval, il y a encore un résident agriculteur. Tout le reste, c'est parti à l'agrandissement. On est dans un système où le prix n'est pas garanti au bout. Hein. Et s'il n'y avait pas une espèce de bloc pour mettre la pression pour faire monter les prix, et ben, tu te fais laminer. Et puis avec l'histoire des compensations, on est devenu encore plus vulnérable. Et ça a pris le pas sur la... On a mis des compensations un peu sur tout, mais avec des contraintes qui accompagnaient. Et je veux dire, le métier d'agriculteur est plus libre comme autrefois. Je veux dire, ils en sont réduits. Moi, je vois maintenant pour les productions, et ben, faut les rotations. Donc, c'était emblé orge, colza. Et puis, tu pouvais faire du maïs sur plusieurs années sur la même parcelle quand ça convenait. La parcelle maintenant, non, faut changer. Enfin, il y a tout un tas de contraintes. Puis, je suis pas. Mais bon, vu ce qu'ils rajoutent, je suis même plus au courant de tout ce qu'ils ont rajouté. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ben, l'élevage de Charolais. On ne peut pas comprendre cette passion. On a eu les moutons, et puis les moutons, quand on s'est installé, après, c'est ça aussi qui a changé dans les exploitations. Les exploitations, il y avait plusieurs productions sur la même exploitation. Toutes les fermes, il y a presque toutes des moutons. Et puis, et ben, il y a eu une chute des cours dans le mouton aussi, hein, suite à l'attaque du Rainbow Warrior. Pour aller s'excuser, on a accepté tous les droits de douane, on les a abolis avec la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est rentré de la viande d'agneau, beaucoup moins cher que chez nous, et ça anéantit presque tous les ailes. Bon, après, du fait qu'il y avait moins de personnel aussi sur les exploitations, les exploitations sont devenues spécialisées. C'était en production, il n'y avait plus qu'une production bovine, quelques laitières, il n'y en a presque pas dans le secteur, mais il n'y avait pas de truc mix, quoi. C'est pareil, il y a 2-3 exploitations aux alentours là, qui sont que moutons, mais les deux, c'est vrai que ça a disparu. La culture, bon, a été conservée où il y avait de l'élevage. C'était un atout, parce que ça permettait d'avoir le concentré quand tu voulais engraisser des bêtes. Tu avais un peu de matière pour nourrir les animaux, pour les finir, quoi, de céréales. Et puis, bon, il y a un truc aussi qui a beaucoup changé, qui n'existait pas autrefois. Avec les bêtes attachées, tu n'avais presque pas besoin de paille pour les passer l'hiver, quoi, pour les tenir en propre à la tâche. Constabulation, ben, c'est des gros volumes de paille. Et ben, il y a des années que c'est difficile parce que des fois la paille est plutôt rare. Et puis il y a tous les éleveurs du Morvan là, qui font des kilomètres et des kilomètres pour récupérer de la paille. Et la paille, bon, elle est venue à un coût. C'est pas le prix du foin, mais on a un coup y arriver. C'est que les céréaliers, du fait de la rotation des cultures, ils broient souvent la paille pour la remettre aussi. Et tu as les méthaniseurs aussi qui vont commencer d'en prendre, et puis aussi des chaufferies à la paille. Donc tout ça, ça fait monter les tarifs. La crise de la vache folle, les cours étaient descendus à des seuils vraiment bas. Hein. Et puis les animaux partaient pas, quoi, parce qu'il y a eu un moment de les gens n'achetaient plus de viande, quoi. Bon, après, il y a eu des aides, et puis bon, il fallait serrer les rangs, quoi. Il y a eu des passages difficiles. Hein. De toute façon, l'agriculture, c'est fait de ça. Hein. T'as des périodes d'embellie.
l'année qu'on est parti en 2014, la viande avait pris, je ne sais plus combien, peut-être 30%. Hein. Puis bon, c'est redescendu après. Mais c'était pas... Là, dernièrement, ça a pris 30% d'augmentation, mais à l'étal, ça n'a pas été répercuté 30%. Hein. Je veux dire, c'est tout l'intermédiaire. Tu as les abattoirs. Autrefois, tu faisais abattre une bête pour toi, par exemple, pour la manger. Bon. Eh bien, l'abattage ne te coûtait rien. Parce qu'ils te redonnaient même de l'argent parce qu'ils avaient vendu la peau. Les cuirs, maintenant, c'est fini, ça valeur zéro. Ça a un coût. Il y a tout un tas de choses qui ont vraiment augmenté, quoi. Et puis, tu vendais des faux bouchers du coin, ils tuaient sur place. Hein. Saint-Benoît, il y avait un abattoir. Quelques bêtes comme ça qui passaient. Bon, il n'y avait pas de frais d'approche ni rien, quoi. Et puis, pas de frais de frigo ni rien. C'était net. On a souvent, dans tout ce qui était organisme, on a voulu tout le temps faire grossir pour faire des économies. Et puis finalement, les coopératives et tout ça, il y avait des coopératives à Saint-Benoît. On allait livrer le grain autrefois à Saint-Benoît. Et bien ça a disparu. Après, bon, les gens stockaient chez eux et tout ça, bon, c'était plus simple aussi. Puis les volumes ont fait que les gens ont aménagé chez eux. Autrefois, tu avec le grenier de la maison pour stocker le grain. Donc, il ne fallait pas des grosses quantités. Et c'était suffisant. Mais bon, tu ne faisais pas des rendements extraordinaires. Tu avais fait 30 quintaux, tu étais content, mais tu n'avais pas mis de tout ce qui était chimie, l'engrais, tu en mettais très peu. Finalement, tu n'avais pas non plus une charge d'intrants qui est venu après, qu'il fallait du rendement, parce que finalement, tout ce que tu as mis en terre, il fallait du rendement pour le payer, quoi, voilà. C'est ça un peu le changement. Puis on était accompagné par tous ceux qui vendaient tous les produits chimiques. Hein. Mm. Ils venaient voir ce qu'il fallait mettre. Ils nous en rajoutaient plus qu'ils nous en enlevaient souvent. Ils nous ont poussé pour gagner des quintaux à mettre de la chimie. Mais bon, des fois tu mettais tout et tu n'avais pas le rendement. Soustraction, si tu n'avais rien mis puis moins récolté, tu aurais été gagnant presque. Mm. Bon, après, on a quand même fait des gains de productivité qui ont permis aussi de faire un peu plus d'argent quand même. Le modernisme, tu as moins besoin de personnel aussi. Hein. Moi, je me rappelle encore, étant gamin, un Espagnol qui avait labouré avec les chevaux. Donc, c'était un soc. Un soc, c'était la marche humaine, hein. C'était du 3-4 à l'heure. Hein. Donc, il fallait un moment pour tourner un hectare. Là, tu mets 4, 5, 6 socs. Ça va vite. Hein. Et puis, on ne laboure plus. Il y a quand même eu des améliorations là-dedans. Du semi-direct, ça a progressé d'intervenir moins, et puis en ayant la même préparation de sol finalement, sans intervention. Puis bon, on est passé à des largeurs phénoménales, je veux dire, avec la puissance. Et simplification pour semer, autrefois, moi je me rappelle au galet, tu avais un petit semoir de 2,50 m là. Et puis dans des conditions souvent, je me rappelle c'est 74, on n'avait pas pu semer l'automne, ça pleuvait tous les jours. Il y a eu des années difficiles, c'est vrai qu'il y a des fois que le temps. 77 pour faire du foin, 77, tout était inondé. Ce qui est pire maintenant, c'est quand même cette histoire de champs. On connaissait des années, mais qui ne se ressemblaient pas. Pour une sécheresse l'année d'après, souvent ça compensait, c'était des peu plus vieux, mais là, c'était quand même des phénomènes, des sèches moi, je n'avais jamais connu, à répétition comme ça. Puis à ce point, les séances, là, des périodes sans nuages comme ça, on ne connaissait pas ça. Un qui parle de 76, qui était une année vraiment sèche. Bon, c'est vrai qu'elle était sèche, il n'y a pas eu beaucoup de récoltes, très peu même. Mais par contre, il y avait du temps couvert, les arbres n'avaient pas souffert comme ils ont souffert là, toutes ces années-là. Ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai connu tout ce qui était moutons, même les porcs, c'était pas identifié. Hein. Donc les bovins, ça commençait, et après, il y a eu on peut raconter, mais il faut écrire des romans là-dessus.
C'était des boucles d'oreilles qu'ils avaient avec un carton d'identification. Et donc ils ont changé ça un jour. Ils ont dit on va tatouer dans les oreilles. Donc ils ont tatoué dans les oreilles. À l'époque, il y a quand même des agriculteurs qui se rebellaient parce que les gens n'avaient pas de changement. Donc les gens, on payait. Il y avait quelqu'un qui tatouait, donc le boulot était fait. Un jour, ça s'est arrêté. On a mis des boucles d'oreilles en plastique là. Donc c'est nous qui faisions le travail, mais le prix n'a pas diminué sur la façon d'identifier les animaux. C'est nous qui faisions le travail, mais on payait quand même. Et on tatouait quand même encore, ils venaient quand même tatouer, oui. Et ils ont arrêté le tatouage, on a mis 2 boucles de chaque côté. Et les fameuses boucles, au bout de 2 ans sur les animaux, ils les perdaient parce qu'ils ne tenaient pas à le casser. Tu avais des contrôles, si ça manquait des boucles d'oreilles, tu étais pénalisé, elle n'est pas responsable finalement, c'est parce qu'elle ne tenait pas. Là, ces dernières années, ils sont arrivés à faire tenir quand même les boucles. Donc on ne voyait plus de tatouage, il n'y a plus... Bon, c'est pas plus mal. Les boucles tiennent, c'est quand même fiable maintenant. Tous les virages qu'il y a pu avoir dans tous ces trucs-là, c'est pas pensable. Je pense qu'il y a plus de contraintes. Mais bon, il y a même des fois quand même, on voit des exploitations que les gens sont un peu dépassés, ça décline un peu, quoi, parce que ce qui fait peur, c'est quand ça commence à, tu vois, que c'est moins bien faire une époque, puis que ça décline, quoi. Et souvent, les gens ne remontent pas. Ce qui est malheureux, ce qu'on voyait pas, je pense autrefois, il y a peut-être plus de faillites, de trucs comme ça, mais il y en a qui partent quand même, qui vont arriver à la retraite avec rien, parce qu'ils sont, ils sont endettés, quoi, en fait. C'est un peu dramatique, quoi. Oh, la société d'agriculture, c'est vu pas comme Mérode, mais c'est une vieille dame, ça a plus de 150 ans. À l'origine, c'était parti d'un très bon sentiment parce que c'était un organisme qui associait beaucoup d'agriculteurs, mais c'était pour développer l'agriculture. Donc c'était vraiment un point d'appui avec l'État pour faire évoluer l'agriculture. Et ça a quand même pas mal fonctionné. Je veux dire, ça a permis de faire avancer beaucoup de choses. Bon, au fil du temps, ça s'est déplacé, ça s'est réduit, quoi. Et réduit maintenant, organiser un concours charolais. On participe aussi un petit peu sur toutes les petites foires locales. Et après, on a tous les comices. Les comices, c'est différents par canton. Donc, ça fait quand même longtemps que ça existe. Et on tient quand même à y faire continuer. C'est des moments de convivialité populaires qui restent gratuits, hein, quand même. Mais bon, c'est pas toujours simple de trouver des bénévoles pour se lancer parce que bon, c'est pareil, là-dedans, il y a beaucoup de contraintes sécuritaires et autres, administratives, et puis il faut beaucoup d'argent aussi maintenant pour faire des choses. Voilà, mais bon, ça reste quelque chose qui me tient à cœur un petit peu de rassembler les gens et puis de continuer les traditions.